La place de la France dans le système international aujourd'hui, elle est à la fois forte et compliquée. Forte parce que c'est un pays qui compte. C'est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est une puissance nucléaire. C'est une armée présente et importante et aux compétences reconnues. C'est évidemment une puissance économique. C'est une force diplomatique aussi. C'est le deuxième réseau diplomatique mondial. En même temps, ce n'est pas n'importe quelle puissance, ce n'est pas une puissance insignifiante, ce n'est pas non plus une superpuissance, c'est-à-dire ce n'est pas les États-Unis, et on peut même estimer que ce n'est pas tout à fait non plus l'une des grandes nations démographiques comme la Chine, l'Inde. C'est donc une nation dont le rang, dont le statut est à la fois fort et en évolution. C'est évidemment toute cette évolution qu'il faut aujourd'hui repenser. La difficulté de la politique étrangère de la France aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'elle soit propre à la France. Je crois que ce sont des difficultés qui sont inhérentes à toute politique étrangère. Toute politique étrangère d'État se trouve confrontée, et donc la France aussi, à un certain nombre de défis, surtout évidemment lorsqu'il s'agit d'un pays qui prend des responsabilités sur la scène mondiale. Une des difficultés, c'est évidemment la complexité croissante du jeu international, puisque les acteurs se sont multipliés, pas seulement les États, qui étaient à peu près une cinquantaine au moment de la signature du traité des Nations Unies en 1945, qui sont presque 200 maintenant, mais aussi multiplication des acteurs d'horizons et de nature diverses, c'est-à-dire des acteurs non étatiques, des acteurs privés, donc qui peuvent être religieux parfois, économiques, parfois illégaux, bien sûr, terroristes, mafieux, parfois légaux, mais de nature nouvelle et avec un rayon d'action important, les organisations non gouvernementales, les humanitaires, les médias, et bien sûr les simples individus eux-mêmes, les citoyens qui, par des mouvements d'opinion, peuvent s'organiser, contester ou en tout cas répondre à ce que le politologue américain James Rosenow appelait le skillful individual, l'individu de plus en plus compétent qui aujourd'hui est en mesure de juger des actions internationales, de se mobiliser, d'arbitrer sur un certain nombre d'enjeux qu'il suit de près avec des moyens nouveaux, avec Internet, avec toute une série d'informations en temps réel. Donc tout cela crée une émulsion, tout cela crée une sorte d'effervescence de la scène mondiale qui, pour les politiques étrangères d'État, sont extraordinairement difficiles à gérer. Complexité des enjeux aussi, parce que c'est de plus en plus technique, c'est-à-dire qu'une politique étrangère doit s'occuper d'environnement à côté de la prolifération nucléaire, à côté des enjeux religieux, à côté de coopération technique, et tout cela évidemment ne s'improvise pas. Il faut des experts, il faut à la fois parfois des philosophes, parfois des érudits en matière religieuse, parfois des véritables techniciens sur un domaine extrêmement pointu. Donc tout cela accumulé rend la tâche des diplomates et des politiques étrangères plus compliquée que lorsqu'il s'agissait entre guillemets, parce que c'est déjà complexe, que de gérer des traités internationaux, de discuter de ce qu'on appelait à l'époque la grande politique, avec une sorte de mépris pour les questions techniques qui étaient reléguées à la petite politique. Aujourd'hui, la petite politique a rejoint la grande, et les questions militaires rejoignent les questions religieuses, les questions techniques, les questions environnementales, les questions parfois de sécurité alimentaire, de sécurité humaine, sur des questions parfois aussi de normes d'exportation, de normes industrielles. Tout cela est devenu extrêmement... Le métier de diplomate est devenu extraordinairement compliqué. Tout cela en plus dans un contexte, c'est peut-être le troisième aspect de la complexité croissante après la multiplication des acteurs, multiplication des enjeux. L'autre aspect, c'est que le rythme d'évolution est extraordinairement rapide parce qu'il y a de nombreuses ruptures dans le jeu international. On a à peine le temps de se remettre d'une rupture, de penser cette rupture et d'adapter son action, qu'il en vient une autre. On a vu la fin de la guerre froide dans les années 89-91, aussitôt après la guerre du Golfe, la première, celle qui a conduit les États-Unis à sortir les troupes irakiennes du Koweït, tout de suite après l'explosion de l'ex-Yougoslavie, après encore l'Afrique des Grands Lacs, une série de conflits locaux extrêmement nombreux et tous compliqués, jusqu'à naturellement jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, et depuis d'autres choses encore, d'autres enjeux, d'autres ruptures, d'autres conflits.
Tout cela, effectivement, cumulé, rend la tâche des diplomates extraordinairement difficile parce qu'il faut à la fois suivre un nombre de paramètres de plus en plus nombreux, s'adapter à une nouvelle donne en permanence, c'est-à-dire réfléchir avec recul à des événements qui ne laissent pas beaucoup de recul, et le tout avec des moyens contraints, parce que naturellement il y a un aspect budgétaire derrière tout cela, il faut avoir les moyens de suivre tout cela, de s'adapter à tout cela, et la période, on le sait, n'est pas extraordinairement propice à des dépenses débordantes pour embaucher, suivre, se tenir informé, communiquer sur tout cela, à l'heure du village global, à l'heure d'un monde extrêmement médiatisé, où bien sûr la communication, la présentation des enjeux, ce que les anglo-saxons appellent le storytelling, compte énormément. Mais la France a des atouts, c'est évident, ce n'est pas n'importe quelle diplomatie, ce n'est pas n'importe quelle défense, ce n'est pas n'importe quelle puissance militaire, économique, culturelle, bien évidemment. C'est un pays qui a une tradition, qui a un savoir-faire, qui a du réseau, qui a des compétences, des pôles d'excellence, donc elle n'est pas dépourvue de ce point de vue-là. Elle a des moyens de compter. Bien évidemment, il y a la tradition diplomatique. Je le disais tout à l'heure, deuxième réseau diplomatique mondial. La question c'est que doit-on en faire, comment le réorganiser, comment l'optimiser. Ce n'est pas facile. C'est pas parce que nous avons une présence qu'elle se transforme automatiquement en influence. Donc ça, il faut y réfléchir sérieusement. Nous avons un outil militaire extrêmement performant. La France fait partie des pays qui sont en mesure d'intervenir pour des missions ponctuelles, mais parfois longues aussi, et en tout cas difficiles, avec un savoir-faire reconnu, avec des moyens reconnus, mais elle n'est pas omnipotente, comme aucune armée n'est plus omnipotente aujourd'hui face à des menaces, face à des défis, face à des missions qui sont de plus en plus là aussi diverses. Donc la réflexion sur l'utilisation de l'outil militaire, là aussi, s'impose. On a un outil militaire performant, mais comment le faire évoluer, comment l'adapter. Elle a naturellement un poids culturel, la francophonie, le nombre de gens qui parlent français dans le monde, la demande également pour un message français, pour une vision française dans le monde existe, mais encore faut-il la valoriser. Et lorsqu'on demande à des populations, lorsqu'on demande parfois d'ailleurs à des entreprises également, de choisir la France, il faut donner des bonnes raisons de choisir la France. On ne peut plus se contenter de dire choisissez la France ou le français parce que c'est la France et le français. Il faut à cela des raisons. Nous sommes dans un contexte de compétition, de concurrence internationale féroce. Donc il y a des atouts. La question est plutôt de réfléchir à la bonne utilisation et peut-être à l'utilisation nouvelle de ces atouts, de manière à donner, dans un contexte de compétition, comme je viens de le dire, de donner à d'autres pays, à d'autres populations dans le monde de bonnes raisons d'écouter le message diplomatique, politique français, de choisir le français comme option culturelle, comme atout culturel, de choisir l'économie française, l'industrie française, et leur donner toute une série de raisons qui placeront correctement la France dans la compétition internationale.